L'émotion était vive à Bouillante. Cédric Nolin, l'enfant de la commune, mort sous les coups de sabre de l'un de ses amis, a été porté en terre cet après-midi. Le reportage de Linda Kayarsi dans cette édition. La rue piétonne du cours Nolivos à Basse-Terre sera-t-elle réouverte à la circulation automobile? Certains commerçants et membres de l'opposition le souhaitent. Marie-Luce Panchard fait la sourde oreille. Le reportage de Karen Diamant. Mobilisation contre le cancer colorectal dans le cadre de la manifestation Mars Bleu. Les malades et la recherche ont besoin de fonds pour espérer triompher de la maladie. Le cri d'alarme du président de la Ligue contre le cancer dans un instant. Bonsoir, c'est un deuil immense qui est à la une de votre journal ce soir. Le deuil de la famille Nolin que nous partageons. C'est cet après-midi que le jeune Cédric, tué à coups de sabre il y a quelques jours à Clermont-Ferrand, a été porté en terre. L'émotion était vive, comme celle qui accompagne les grands drames. Reportage Linda Kayarsi, Patrick Curie. C'est en toute simplicité que les proches de Cédric Nolin ont tenu à lui rendre un ultime hommage. Tu as toujours été présent dans nos vies. Aucune fête, aucun anniversaire ne pouvait t'échapper. Nous avions toujours un appel, une carte, un message. Tu n'as jamais failli à ton rôle de fils et de grand frère et pour cela nous t'en remercions. Malgré cette distance, tu nous aimais et on te rendait cet amour du mieux que nous pouvions. Tu t'en vas avec une partie de nous, de notre jeunesse. Tu laisses un vide. Il ne nous reste que ta musique, tes paroles et tes souvenirs. De là où tu es, donne-nous la force et le courage pour surmonter cette dure épreuve. Jette un œil sur nous. Mais pas paix, l'amour pas qu'à mort avec l'amour. Repose en paix, Cédric, ta maman et tes frères et sœurs qui t'aiment d'un amour inconditionnel. Un dernier adieu à un fils, un frère, un neveu, victime d'une violence qui gangrène la société. Nous avons tous une famille, des enfants. Parfois, il vaut mieux passer pour un imbécile, car le violent croit qu'il est malin, mais il peut perdre sa vie et se retrouver derrière les barreaux. La violence est égale à la mort. La sagesse est égale à la vie. Je profite du départ de mon neveu pour souhaiter plus d'amour entre les jeunes au sein de leur famille et dans la société. Jeunes, agrippez-vous à vos familles. Au revoir, Cédric. Dors en paix. Cédric Nolin, qui avait quitté son île natale depuis 8 ans, repose désormais au cimetière de Bouillante. Il était âgé de 35 ans. La rue du cours Nolivos à Basse-Terre est l'objet d'une vive polémique, transformée il y a quelques années en rue piétonne pour limiter l'accès des véhicules dans le centre-ville du chef-lieu. L'initiative ne plaît pas à tout le monde. L'opposition municipale a demandé au maire Marie-Luce Panchard sa réouverture. Reportage Karen Diamant. Instaurée en 2013, la rue piétonne du cours Nolivos de la ville de Basse-Terre est au cœur d'une vive polémique. Vu la typologie de Basse-Terre, il faut impérativement que cette rue, qu'on appelle la rue piétonne, soit rouverte à la circulation et de manière permanente. Il faut garder un espace piétonnier large des deux côtés pour pouvoir permettre aux gens de venir et de déambuler en toute facilité. Et laisser une voie unidirectionnelle qui permette à toutes les personnes qui viennent de la Côte-sous-le-Vent, voulant accéder au centre-ville, voulant accéder à la rue de la République, pour pouvoir passer avec une voiture sans espace pour garer, ce qui vous laisse un espace piétonnier large et puis une possibilité pour les voitures de circuler unidirectionnelle. Il faut que le maire comprenne que l'opposition n'est pas là pour faire de l'opposition systématique. L'opposition, nous sommes des élus, nous écoutons, il s'avère que je suis moi-même fils de commerçant, j'écoute les commerçants, il faut qu'il y ait ce dialogue. Ce n'est pas une opposition systématique, on a l'impression que le maire se vexe parce qu'on a pris cette position. Non, c'est le bon sens. Et j'en amène au bon sens, j'en appelle au bon sens. Il faut écouter cette population, il faut écouter les commerçants de Basse-Terre. Des commerçants qui se sont réunis à plusieurs reprises pour proposer de multiples solutions et qui attendent aujourd'hui que les choses évoluent. Aujourd'hui, je pense que le maire nous a entendus puisqu'elle a prévu un aménagement pour sécuriser les piétons. Il est sûr que dans l'état actuel des choses, il ne faut pas fermer la rue, dans la mesure où le parking n'est pas encore fini et nous avons effectivement un plan de circulation en attente.
Je sais très bien que c'est en cours, mais la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est combien de temps? Si la rue est ouverte, c'est beaucoup mieux pour les commerçants. Parce qu'une rue piétonne, elle doit être attractive pour les piétons, mais aussi pour les commerçants. Il faut savoir que le Cournolivos, donc l'emplacement de la rue piétonne, c'est l'artère principale de la ville de Basse-Terre. Et il est vrai que depuis sa fermeture, nous avons énormément souffert. Une fermeture désavantageuse pour certains, mais qui permet l'amélioration du cadre de vie pour d'autres, comme Joël, qui utilise la rue piétonne comme lieu de vente depuis 7 ans. Si on laisse tout passer les voitures, ça peut causer des accidents. Parce que parfois, au départ, c'était une seule bordel de l'autre côté, je voyais ça. Les gens ne pouvaient pas passer sur le trottoir, les voitures se stationnent sur le trottoir. Il fallait qu'on fasse un arrangement pour la circulation, quoi. À mon avis, il faut qu'elle reste piétonne. C'est beaucoup plus agréable de flâner entre les magasins sans avoir les véhicules. Ouais, c'est mon avis, quoi. Il a raison. Véritable axe vital de la ville, le Cournolivos sera réaménagé dans l'espoir de satisfaire le plus grand nombre. Il y a 70 ans, les colonies Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion devenaient des départements français d'outre-mer, le gage d'une vie meilleure pour des millions d'Antillais. Georges Calix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notre spécialiste sur la question. Est-ce que la loi du 19 mars 1946 a-t-elle tenu toutes ses promesses? Comme toute loi et toute modification de cadre juridique et politique, il y a eu des avantages et des limites. On sait bien que les avantages sont surtout par rapport à l'alignement des prestations sociales. C'était d'ailleurs le but de la loi de 1946. On sait que les avantages sont liés à l'amélioration de la situation sanitaire et des équipements et un peu plus de responsabilité aux élus. Par contre, on sait que l'inconvénient, on peut parler de quasi-échec économique, oui, parce puisque que vous le depuis dites, 1946, la situation du chômage n'a cessé de se dégrader pour atteindre à l'heure actuelle le paroxysme qui se traduit par une situation sociale que l'on connaît. Alors, dans une interview accordée à nos confrères de France Antilles, vous parlez d'un échec en termes de développement économique, effectivement, d'un héritage de Colbert qui ne donne aucune chance à la production locale. Vos propos sont un peu virulents. Certains peuvent les trouver virulents, mais ça correspond à une véritable réalité. C'est-à-dire que de même qu'avant, les colonies n'avaient comme vocation essentielle que de consommer de manière à faire vendre la métropole. On constate que, par exemple, en 2012, la Guadeloupe a consommé, donc a importé l'équivalent de 2,650 milliards et elle n'a produit elle-même, avec le melon, la canne, en tout cas le sucre et le rhum, que 222 millions. Ça veut donc dire que nous équilibrons à peine à 8% ce que nous consommons. Nous sommes effectivement dans un espace qui nous met dans un statut d'agent économique de consommateur et à mon avis, on ne pourra faire évoluer un modèle économique que si on commence à casser ce statut justement de consommateur permanent. Alors quels sont les freins? Qu'est-ce qu'il faudrait justement dénouer pour arriver à ce statut de producteur? Il faudrait surtout orienter la production vers un certain nombre d'éléments, particulièrement des surfaces agricoles. Je vais vous donner un exemple, et je rejoins par certains aspects Alain Plaisir. La canne et la banane, il faut stabiliser les surfaces, augmenter la rentabilité à l'hectare et inciter les jeunes à aller vers une production. Bien sûr, il y a d'autres aspects relatifs aux nouvelles technologies, mais il faut actuellement que nous arrivions progressivement, et ça doit être perceptible chaque année, à créer de la richesse, non pas par l'injection de capitaux de type 40% des fonctionnaires ou alors avantages sociaux, mais que progressivement, on voit que la production agricole s'organise, elle commence à constituer un marché pour que les grandes surfaces elles-mêmes, plutôt que de faire venir dans les pays de la Caraïbe, puissent trouver un véritable marché avec donc des prix accessibles pour pouvoir effectivement vendre localement. Les élus locaux ont-ils un rôle à jouer dans ce processus? Depuis la loi Notré d'août 2015, la région peut aller jusqu'à aider financièrement des entreprises en difficulté. Bien sûr, le foncier et l'immobilier d'entreprise restent de la compétence des communes ou des intercommunalités, mais la région a parfaitement la possibilité d'aider des entreprises en difficulté et qui plus est, avec le schéma régional de développement économique, de dire, écoutez, bon, dans les 10 ans qui viennent, il y a plusieurs milliers d'hectares à la Guadeloupe qui sont par exemple en friche, eh bien, plutôt que de les étendre
pour aller vers le sucre, le melon, dont on connaît les difficultés, alors qu'en 2017, il y aura une mondialisation qui va de toute façon faire chuter les cours aussi bien du rhum, du sucre que du melon, orientons-nous vers une autoproduction, donc une production qui pourrait être consommée localement. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Guadeloupe a les moyens d'aller vers cette production autonome, j'ai envie de dire, cette production locale autonome. En tout cas, les élus, depuis maintenant quelques mois... L'État français a souvent été accusé d'enfermer justement les Antilles dans ce processus mais tout simplement de consommation. Parce que l'État français a beaucoup protégé un certain nombre de monopoles qui avaient tout intérêt, en tout cas qui avaient bâti leur marché sur justement notre statut de consommateur. Maintenant, il faut comprendre que la situation évolue. Ces monopoles eux-mêmes commencent à ressentir des difficultés parce que leur production commence à être concurrencée et que le pouvoir d'achat de la Guadeloupe baisse, comme partout d'ailleurs dans l'Hexagone, et qu'ils ont eux-mêmes intérêt, dorénavant, au lieu d'aller se ravitailler à Costa Rica ou bien dans d'autres pays, à pouvoir trouver un modus vivendi avec les acteurs locaux, de telle sorte qu'ils puissent effectivement profiter d'un marché où ils y trouvent leur compte, mais où en même temps ils dynamisent l'économie locale. Que pensez-vous du rapport Lurel sur l'égalité réelle? Là aussi, comme dans tout rapport, Victorin Lurel a voulu, si vous voulez, améliorer la situation de deux manières. D'abord, en améliorant le pouvoir d'achat des différents acteurs, en particulier en remontant les recettes les plus démunies, les plus basses. Et il a voulu également diminuer le coût du travail. Dans ses propositions, il propose d'ailleurs l'allègement des charges patronales lorsqu'on recrute quelqu'un au niveau du SMIC. Le problème, c'est que ça coûte plusieurs millions d'euros et que l'État français n'est pas dans une situation de pouvoir apporter cet argent. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme objectif de convergence? Il dit, mais écoutez, augmentons la TVA, les fonctionnaires, les 40%, réinvestissons-les ailleurs, il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc, si vous voulez, il améliore une situation, mais comme il n'y a pas d'argent, il appauvrit quelque part la classe moyenne. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va même jusqu'à dire qu'au niveau de l'abattement fiscal, il faut ramener cet abattement fiscal qui est de 30 ou 40% suivant le DOM, il faut quasiment le diminuer. Et deuxièmement, au regard de ce que je vous ai dit, à savoir la dynamique de production locale, il aurait fallu orienter les aides, non pas en généralisant pour toutes les entreprises, puisque ce sont encore les gros monopoles qui vont surtout profiter des avantages, mais orienter en fonction des choix stratégiques, par exemple, le développement des énergies renouvelables, le développement de l'agriculture, et ce sont ceux-là qui bénéficieraient de toutes les aides, de telle sorte qu'un jeune agriculteur qui s'installe puisse pendant 3 ans être accompagné. Mais il ne faut pas qu'il s'installe pour produire du sucre, puisque le sucre ne rend plus. Il faut qu'il s'installe pour pouvoir produire des cultures maraîchères. Georges Calix, merci pour votre intervention. Ce soir, une page d'histoire se tourne en ce moment même à Cuba. J'imagine que vous avez regardé également l'arrivée de Barack Obama. Après plus de 5 décennies d'antagonisme, les États-Unis renouent le dialogue avec Cuba. L'hymne américain a même retenti sur la place de la Havane. Un moment historique capté par notre confrère Jean-Bernard Cadier, envoyé spécial de BFM. Nous sommes sur la place de la Révolution, le centre de la Havane, le centre politique de la Havane. Et c'était quand même assez fort de voir le président des États-Unis entendre l'hymne américain sur cette grande place de la Révolution avec les grands portraits des leaders révolutionnaires, notamment sous le grand portrait de Ernesto Che Guevara. Les relations sur l'image, en tout cas, sont cordiales. On se sourit, on se serre la main, on met des petites tapes sur l'épaule. Mais on sent quand même que sur le fond, ça n'est pas extrêmement chaleureux. Raúl Castro n'était pas venu à l'aéroport hier pour accueillir Obama. Et on sait qu'il y a un certain nombre de sujets qui fâchent, évidemment, notamment les droits de l'homme. Alors vous avez posé la question de Fidel Castro. Barack Obama n'a pas prévu de rencontrer Fidel Castro, contrairement à ce qu'avait fait François Hollande il y a 1 an lorsqu'il est venu ici. A priori, les deux hommes n'avaient pas envie de se rencontrer. Fidel Castro va bien, il a 90 ans l'été prochain. Il est apparu en public la semaine dernière pour accueillir le président du Venezuela, avec lequel il a des accointances idéologiques. Il en a moins, évidemment, avec le président des États-Unis. Ce que veulent les Cubains, c'est la levée de l'embargo. Ça dépend principalement du Congrès américain, mais Obama est en train d'essayer de le contourner. Ce que veulent les Cubains, c'est de l'argent, de l'aide économique pour essayer de sortir de cette crise qui est terrible depuis la chute de l'URSS et puis la chute du Venezuela qui est en train de sombrer, qui était leur dernière bouée de sauvetage. Ils ont besoin de capitaux étrangers, mais ils ne veulent pas que ça aille trop vite non plus. C'est pour ça que les discussions sont un peu lentes. Côté américain, côté Obama, évidemment,
évidemment, il veut la réconciliation. Il se dit que le plus important, c'est peut-être pas ce qui est en train de se passer, là, des discussions au palais officiel, sous les ordres du palais présidentiel. Ce qui compte pour lui, c'est parler directement au peuple cubain, ce qu'il fera demain dans un discours qui sera diffusé à la télévision cubaine. C'est de rencontrer les dissidents. Il va rencontrer les dissidents, Barack Obama, contrairement au pape ou à François Hollande qui n'avait pas rencontré les dissidents. Il va les rencontrer demain et il va dire au peuple cubain que la réconciliation avec les États-Unis, avec les touristes américains qui vont venir ici, avec les investissements américains, les États-Unis ne sont plus le diable. Ils peuvent aider Cuba à sortir de la mauvaise passe dans laquelle se trouve ce pays. Les Cubains s'intéressent moyennement à la politique, moyennement aux relations internationales. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils vont trouver pour la semaine prochaine, en termes d'alimentation, quand est-ce qu'ils vont trouver de l'électricité, quand est-ce qu'ils vont trouver du Wi-Fi. Alors on commence à avoir un peu de Wi-Fi dans les villes, mais ça ne suffit pas. Leur vie quotidienne reste extrêmement difficile. Ils veulent savoir si cette visite tombée du ciel du président des États-Unis va changer quelque chose concrètement pour eux. Le Zika reste au cœur des préoccupations sanitaires en Guyane. On en viendrait presque à oublier que son prédécesseur, le virus du chikungunya, n'a pas tout à fait disparu. Depuis la fin de l'épidémie en novembre dernier, un cas est signalé chaque semaine en Guyane. Piqûre de rappel avec Maxime de la Houplière d'ATV Guyane. Un seul cas de chikungunya biologiquement confirmé fin février. Depuis la fin de l'épidémie en novembre 2015, la situation est donc extrêmement calme. Selon l'Institut de veille sanitaire, le nombre de cas cliniquement évocateurs et de cas probables ou confirmés du chikungunya se sont maintenus à des niveaux stables et faibles entre novembre 2015 et janvier de cette année. Cependant, la vigilance est toujours de mise car le virus n'a évidemment pas été éradiqué. Il convient d'éliminer les gîtes larvaires qui sont à son domicile et dans son entourage. Tout récipient qui contient de l'eau claire ou stagnante. Pour tout ce qui est lutte contre le moustique adulte, nous préconisons aux personnes de porter des vêtements longs qui couvrent et d'utiliser des répulsifs. Si vous êtes infecté, il convient également de dormir sous moustiquaire pour ne pas transmettre le virus à votre tour. Rappelons que le chikungunya est transmis par le moustique Aedes aegypti. Les symptômes sont notamment une forte et brutale montée de fièvre, des douleurs articulaires et des maux de tête. Sachez que cet insecte est aussi à l'origine de la transmission du Zika et de la dengue, dont un retour se fait sentir. En prenant vos précautions contre le chikungunya, vous luttez aussi contre ces deux autres virus. Ce 21 mars, c'était également la journée mondiale de la trisomie 21. Cette 11e édition souhaitait attirer l'attention du grand public et des pouvoirs publics sur l'intégration des personnes trisomiques dans la société. Les personnes atteintes de trisomie 21 sont-elles, selon vous, pleinement intégrées? Linda Kayarsi et Patrick Curie sont allés recueillir vos avis sur la question. Il me semble qu'elles ont accès à certains types de travail, certainement aménagés, et à des activités. Après, je pense qu'il reste des choses à faire. Je ne serai pas en mesure de vous le dire, mais voilà. Mais je pense qu'il y a des bonnes choses qui ont été accomplies déjà. Mais voilà, tiens Béred, il y a encore plein de choses à faire. Dans la société actuelle, ils sont bien encadrés, il y a un suivi, il y a des structures pour eux, et je pense que voilà quoi, ça devrait suffire. Et bon voilà quoi. Je connais un petit garçon justement qui habite pas loin de chez moi. Il est trisomique 21. Mais il fait partie de plusieurs structures, plusieurs associations, je ne sais plus quoi. Et franchement, il est super bien encadré, il est super intelligent. Plus ou moins. Puisque ceux que je connais du moins sont assez intégrés, on les aide beaucoup, ils sont accompagnés. Mais en général, je ne suis pas sûre qu'ils soient assez intégrés. Ça manque de voir ces personnes dans des lieux administratifs, travailler? Oui, on ne les voit pas assez. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y a assez de structures pour eux en Guadeloupe. Et que bon, on devrait s'en occuper un peu, hein, parce que c'est pas évident d'avoir des enfants ou des adultes qui ne travaillent pas parce que bon, les entreprises ne veulent pas les embaucher, ou peut-être que dans les appartements, c'est pas assez, comment dirais-je, ils sont pas comment adapté, voilà. Ça dépend. Moi personnellement, je les accepte bien parce que bon, ils n'ont pas demandé à avoir cette maladie. Donc on fait avec ce qu'on a, quoi. C'est très compliqué.
comment dirais-je, journellement, c'est-à-dire quand on voit les gens atteints de cette maladie aller faire des choses, les gens sont réticents. Ils sont réticents. Moi, pour ma part, quand j'observe, des fois il faut aussi apprendre à se mettre à la place de l'autre, ce qu'on ne fait pas. Et on se demandait, bon, mais si j'avais cette maladie-là, comment on m'aurait accepté? Donc moi, personnellement, je me mets à leur place et je comprends. C'est quand on se met à la place de l'autre qu'on arrive à comprendre les choses. Le mois de mars est synonyme de lutte contre le cancer et en particulier celui du cancer colorectal. La Ligue contre le cancer organise une collecte de fonds, des sommes ô combien indispensables pour faire avancer la recherche. Le reportage d'Isabelle Hameau. En Guadeloupe, on compte en moyenne 1500 nouveaux cas de cancer par an, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Le cancer, une maladie qui nécessite de nombreux soins et prévention. Pour que ceux-ci soient efficaces, cette lutte a besoin d'être financée. Cette lutte coûte cher. Coûte cher d'abord en matière de recherche, mais coûte cher également pour pouvoir venir en aide aux malades, coûte cher pour pouvoir faire de la prévention, de l'information, de la promotion du dépistage, coûte cher également pour informer la population sur la nécessité et de se faire bien soigner et d'alerter également l'opinion publique sur les besoins en équipement pour qu'on n'ait pas de perte de chance de guérison du cancer en Guadeloupe. Des fonds sont donc collectés lors des nombreuses campagnes de prévention. Ceux-ci permettent de venir en aide aux malades, mais aussi de booster la recherche. Nous devons de verser une somme, ne serait-ce que symbolique, pour la recherche, d'autant plus que c'est nécessaire de trouver de nouvelles molécules pour pouvoir soigner les malades. Nous avons certes versé cette année 5 000 € à un jeune étudiant, c'était notre choix, à Lyon, qui faisait donc des études dans une unité labellisée par la Ligue contre le cancer, en matière de recherche sur le cancer. Nous avons besoin d'argent pour faire des soins esthétiques, des massages de confort, donc de l'accompagnement psychologique, pour pouvoir financer un appartement pour les malades qui viennent de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Quand ils viennent en ambulatoire à Pointe-à-Pitre, on peut les héberger. Tout ça a un coût. Des besoins financiers pour lutter aussi contre les inégalités. L'accès au traitement est un problème majeur et coûteux. Certains laboratoires fixent les prix des médicaments en fonction du taux de guérison. Ils disent simplement le taux de guérison de leurs médicaments justifie le prix qu'ils peuvent pratiquer. Alors nous dénonçons au niveau de la Ligue nationale et également en Guadeloupe que ça soit fixé ainsi. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un médicament qui coûte 700 € en Égypte, qui coûte 4 000 € en Thaïlande, coûte 41 000 € en France et 67 000 $ aux États-Unis. C'est inadmissible. Nous nous battons contre cela. Cela veut dire qu'il y a des médicaments qui pourront ne pas être pris en charge. Et on ne peut pas admettre ça, nous, à la Ligue contre le cancer. Il faut qu'on ait les mêmes chances de guérison que tout le monde. Une médecine à deux vitesses quand on sait que le nombre de cancers augmente et qu'en Guadeloupe, les outils nécessaires pour lutter contre la maladie sont inexistants. La campagne de lutte contre le cancer continue. Du 31 mars au 2 avril, des journées de sensibilisation sur le côlon seront organisées sur le territoire. Dans un instant, rencontre avec la créatrice Sanouye, une marque résolument caribéenne. Et puis nous nous intéresserons à la charrette, symbole de notre patrimoine local. En Martinique, la qualité des eaux de baignade cette année est très bonne, selon l'ARS. D'après une étude menée en 2015, 100% des sites contrôlés sont conformes aux exigences européennes. Au total, 62 espaces de baignade ont été passés à la loupe. Louise Sabas a mis son maillot de bain et les a toutes testées pour vous. Regardez. Une eau limpide et des nageurs insouciants qui en profitent. Et ils auraient tort de s'en priver, car 100% des baignades en Martinique sont conformes aux exigences de l'Europe. Et c'est tant mieux, car certains baigneurs se fient encore qu'à leurs yeux pour déterminer la qualité des eaux. J'aime bien quand l'eau est transparente. Je pense que l'eau transparente, c'est un gage de propreté. Pourtant, en 2015, ce sont près de 1600 contrôles qui ont été effectués pour garantir la bonne santé des baigneurs. Sur 62 sites, en eau salée et en eau douce, le tout sur 21 communes de Martinique. En 2014, seuls 94% des plages et rivières étaient conformes aux normes, une situation qui s'est nettement améliorée l'an dernier. Il y a 49 sites, 49 zones de baignade qui demeurent inchangées, c'est-à-dire de bonne qualité ou de qualité excellente, etc. Il y a 11 baignades qui s'améliorent, donc qui deviennent de plus en plus excellentes, bonnes, etc. Mais il y a 2 baignades quand même qui régressent de la qualité excellente à la qualité bonne. Voilà. Il s'agit de Trinité
l'autre bord, Tartane, et aussi de l'Anse-Mitan. Une légère fluctuation de la qualité des eaux pour ces deux communes qui restent parmi les 56 plages de l'île à être classées excellentes ou bonnes. C'est le cas de la plage du Lidou à Chelcher. C'est ici que s'entraîne régulièrement Valérie. L'eau y est claire, mais la nageuse sait qu'il faut ponctuellement quitter les lieux quand il pleut. Déjà à l'odeur, parce que dès que ça sort, ça sent mauvais. Et tous les gens savent bien ici qu'il faut partir parce qu'on n'a pas le choix. Alors que la pluie n'empêche pas de nager. Enfin moi, la météo n'est pas un frein pour moi, mais malheureusement la forte pluie provoque des débordements. Et il faut partir parce que franchement c'est nauséabond. Il y a plein de choses qui sortent des bouteilles, des choses comme ça. Les municipalités portent leurs efforts sur ce type de situation. L'amélioration de la qualité des sites de baignade passe entre autres par la maîtrise des taux de bactéries nocives dans l'eau. La qualité des eaux s'améliore globalement. Les actions qui sont mises en œuvre sont du ressort des communes. Donc, ce sont les mairies qui améliorent notamment la qualité de l'assainissement et surtout celle qui est au droit des zones de baignade. Donc c'est vraiment ça qui a un impact sur l'amélioration de la qualité des baignades. Sur 62 sites, seules les baignades de Font-Boucher à Bellefontaine, de Madiana à Chelcher, du Ponton de Lens à Lannes aux Trois-Îlets, de Petit-Anse aux Anses d'Arlet, de Lens-Caritan à Sainte-Anne et des Résigny à Trinité sont marquées du point orange. Suffisante. Une notation qui reste cependant dans les critères européens, ce qui n'interdit pas de s'y rendre. Retour en Guadeloupe, ne pas oublier d'où on vient. Tel est le credo de la jeune créatrice de mode Muriel Jacquet. Cette Guadeloupéenne autodidacte a créé sa propre ligne de vêtements, Sanouillé. Ses tissus de prédilection, le wax et le pagne. Loïs Ignace a rencontré cette jeune femme au talent remarquable. Quand les femmes elles viennent et qu'elles me font confiance, elles ont tendance à me dire « je ne me suis jamais vue comme ça ». Et moi, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire puisque me dire que je rends une femme belle, c'est juste grandiose. Muriel Jacquet, crétie de 35 ans, possède un master en sciences. Amoureuse de la mode, c'est bien loin du milieu scientifique que la jeune Guadeloupéenne a fondé sa propre marque de vêtements intitulée Sanouillé Being Yourself. Aujourd'hui, la jeune femme est bien connue dans le milieu de la mode à Paris, où elle s'est installée. J'ai commencé par les jupons de gros cas. J'ai fait quelques jupes pour certaines personnes et puis après j'ai commencé à faire des petites choses et puis le retour était assez souvent positif. Je veux vraiment que jusqu'au bout, les femmes et les hommes depuis peu restent authentiques, originaux. Muriel s'est inspirée de la chanson de Fred Deshaies pour le nom de sa marque. J'ai vu Fred Deshaies en concert sur Paris. Je ne connaissais pas cette chanson. Ça parle des dissidents de Guadeloupe, en fait, qui étaient partis pour la guerre. Et quand ils sont revenus au pays, ils n'étaient pas reconnus. Dans la chanson, il parle de ce que nous sommes, en fait, et de ne pas oublier son passé. J'ai trouvé que c'était l'idéal, en fait, en tout cas pour le nom de ma marque. Muriel nous a reçus chez son frère pour un petit défilé improvisé entre copines. Déborah porte une jupe mi-longue à plis creux et en fait c'est une jupe qu'elle peut porter aisément pour aller travailler ou pour sortir. Et donc il y a un joli nœud qui l'agrémente. L'idéal c'est de la porter avec un bustier ou un débardeur ou une chemise pour lui donner encore un peu plus de classe. Donc Kezia nous porte une jupe très très longue, taille haute, avec une ceinture. Donc celle-ci c'est mon best-seller, les filles l'apprécient énormément. Ce que j'aime avec cette jupe, c'est qu'elle se sent tout de suite en mode princesse. Alors Déborah, ici, elle porte une combinaison pantalon, donc toute sage devant. Donc là on voit son joli dos. Kezia elle porte une salopette et c'est une salopette classique mais juste revisitée avec le wax. Muriel n'hésite pas à mettre en avant d'autres talents. C'est le cas de Kezia, créatrice de bijoux en cuir. Les deux jeunes femmes se sont rencontrées à Paris et depuis elles collaborent ensemble lors des défilés. J'apprécie d'associer mes créations à d'autres créations que je trouve bien travaillées, pleine de créativité, voilà, c'est vraiment l'esprit en fait des deux marques, je trouve qu'on se complète bien. Muriel s'envolera pour Paris dans quelques heures où elle retrouvera son atelier de couture et continuera à créer des vêtements adaptés à tout type de morphologie pour les femmes et bientôt pour les hommes. Voilà, ça c'est Sanouillé.
Une belle aventure. Le Français Teddy Ponce a remporté l'édition 2016 de la Carugette hier sur le plan d'eau de Viard à Petit-Bourg. Si les Guadeloupéens espéraient décrocher la médaille d'or, ils sont néanmoins bien classés. Retour sur ces 4 jours de compétition avec Yvan Lemar et Moïse Dexter. Pour cette Carugette 2016, 7 étapes réparties sur 4 jours étaient au programme. Jeudi, première étape, Viard-Saint-Félix-Viard, une course contre la montre longue de 52 km, remportée par Alexandre Barré. Lacan a remporté la compétition en catégorie amateur. William Seal termine 2e et Hugues de Grand Maison en 3e position. Et puis en catégorie atmosphérique, cette dernière catégorie qui a été introduite cette année, Cyril Lemoine termine 1er, Vincent Thomas et Didier Merle des Îles complètent le podium. La charrette a joué un rôle essentiel dans l'histoire et le développement économique et social de notre archipel. Si elle a été le principal mode de transport dans le secteur agricole, aujourd'hui elle devient un produit touristique permettant d'agrémenter de belles excursions du côté de Saint-François. Une évolution retracée par Isabelle Amou. Tommy Novare est un passionné de la charrette. Une passion que lui a été transmise par ses aînés. Et pour améliorer l'outil, il a créé plusieurs variantes permettant de retracer son évolution. Donc tu as déjà la charrette en bois. Elle se basculait au pas, donc en grande terre, elle se basculait plus parce qu'on n'avait pas les mêmes contraintes qu'en basse terre. Ensuite, donc, elle avait une bascule en grande terre. Après, au XXe siècle, tu as la charrette Michelin qui arrive avec l'automobile. Donc nous, à Saint-François, à Bois-de-Vipard, on a commencé à développer un type d'outils avec cette charrette-là. Donc les charrettes pour transporter les personnes, en fait. Donc en 2012, on décide de la mettre accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est pour ça que tu vas voir, on a des charrettes avec des escaliers incorporés. On a aussi voulu faire une charrette sportive. Donc c'est pour ça qu'on a mis une forme de char roumain, mais avec le siège de sulky. Donc sulky, c'est les courses de chevaux. Et ensuite, on a fait cette charrette-là évoluer. Donc comme on avait un angle à l'arrière qui était assez dangereux pour les personnes, donc on a cassé cet angle-là et on s'est rendu compte qu'on se retrouve sous une forme de bateau. Donc l'arrière du bateau. Comme on voulait un toit, parce que justement on a des contraintes, les gens justement se peignaient du soleil. Donc on a aussi mis un toit amovible. Des charrettes devenues beaucoup plus grandes, comme cette limousine, et faciles d'accès. Les formes ont aussi été revisitées. Donc on a voulu faire évoluer la forme. On a aussi adapté à la charge qu'on transportait. Donc c'est pour ça qu'on puisse essayer. Donc dernier là, prend 20 mounes. Donc le carrosse qui est derrière moi. Tu as la limousine qui prend jusqu'à 18 personnes. Et sinon, la charrette classique en bois, elle prend en moyenne 10 personnes. Donc c'est pour voir que nous, il nous fallait plus de capacité avec toujours 2 bœufs. Donc nous, il fallait absolument faire des attelage avec 4 bœufs, c'est en l'usine à gaz. Donc du coup, nous toujours caler ici des bœufs et plus de personnes à transporter. Voilà. Et pour un meilleur déplacement, les charrettes sont adaptées à l'environnement. Tu as les charrettes avec les roulages, donc c'est plus pour les excursions sur le littoral. Tu as la charrette par exemple traditionnelle en bois, nous c'est plus pour traverser les ravines, donc c'est plus à l'intérieur des bois. Tu as la limousine et le carrosse, ça c'est des charrettes urbaines. C'est des charrettes pour nous rouler en ville. Donc il n'y a pas qu'à prendre certaines contraintes. Quand on est là, carrosse là, vous pouvez y aller à dans certains engagés en bois là. Parce qu'on a des pièces de fonctionnement qui fragiles. Une évolution de la charrette permettant des excursions qui séduisent les touristes et les locaux. De quoi mieux découvrir ou redécouvrir notre patrimoine. Et on vous propose de revenir sur ces 4 jours de compétition, la Carugette 2016 à Viard à Petit-Bourg, avec Yvan Lemar et Moïse Dexter. Pour cette Carugette 2016, 7 étapes réparties sur 4 jours étaient au programme. Jeudi, première étape. Nous reviendrons sur ce championnat, nous l'espérons demain. En tout cas, ce week-end, il y avait du futsal et du football. Les résultats de ces championnats avec notre spécialiste sport, Yvan Lemar. Vendredi, on jouait la 4e journée en retard du championnat de futsal. La Red Star bat le Club Sport 10-0. L'USGB s'impose face à Zernla 5-3. Le Sporting de Bémao gagne par forfait face à l'AS Carénage. Et le match GFC Fax a été arrêté.
L'USGB prend la tête du classement général devant la Red Star, le GFC et le Fax. En football, on jouait ce week-end la 20e journée du championnat de division honneur. La Solidarité scolaire bat l'Amicale 1-0. Match nul entre l'AOG et l'Étoile 1-1. L'USR bat la Juventus 1-0. Le Sirocco s'impose 4-0 face à l'Arsenal. 0-0 entre l'USBM et la Gauloise. Le CA Marquisa bat la Red Star 2-0. Le CSM s'impose face au Phare 1-0. Au classement général, l'USR reste leader. Il est suivi du CSM, de la Juventus et de la Gauloise. Quelques informations pratiques maintenant avant de refermer cette édition. La distribution de l'énergie électrique sera interrompue pour travaux dans plusieurs communes demain, au Gosier notamment, dans les quartiers de Beaumanoir, Marcafé, à Port-Louis et au Moule. Des coupures qui auront lieu toute la matinée. Attendez-vous également à des coupures d'eau qui ont commencé dès ce soir à Petit-Bourg, Goyave et Gosier. La coupure concernera également les communes de Cap-Excellence, c'est-à-dire Abîme et Bémao. Le retour à la normale se fera progressivement demain au cours de la soirée. L'établissement français du sang fera appel à vos dons de sang demain à la plage du Souffleur de Port-Louis. Toute la matinée, ils seront au centre commercial Millénis mercredi aux Abîmes. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.